Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Alors aujourd'hui, pour cet épisode de Double Vie, je triche un peu. Je triche car je reçois deux invités, Xavier Dolo et Simon Pinel. Alors avouez que deux personnes pour parler de Double Vie, c'est quand même un peu plus simple. Alors Xavier et Simon se sont rencontrés à la librairie Critique à Rennes. Xavier y a été libraire, Simon y a lancé la mission d'édition Critique qui était adossée à la librairie. Mais Xavier est aussi auteur dans le domaine de l'imaginaire, parfois sous le pseudonyme de Thomas Géa. Et aujourd'hui, ils lancent ensemble un projet, moi, que je qualifie d'un peu fou, une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Argile. Alors, ça me fait très plaisir de vous recevoir tous les deux pour nous en parler. Bienvenue dans Double Vie. Merci. Eh bien, merci de nous accueillir. Voilà, alors d'abord, avant d'attaquer, on va parler longuement de la maison d'édition, mais est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours? Comment on en arrive à lancer une maison d'édition? Comment on s'y prépare? La maison d'édition, c'est une envie qu'on a commune, qu'on avait depuis longtemps. En fait, on avait des idées de livres qu'on voulait rééditer. Eh bien, parce que on parle très souvent de littérature, ça va, je pense, n'étonner personne. Et il y a des textes qui sont indisponibles depuis longtemps et nous, on trouve ça honteux. Et puis, de manière, on va dire, plus concrète, le projet, c'est un projet qu'on a commencé en février en se disant que on voulait participer à l'économie sociale et solidaire, s'inscrire non seulement dans le territoire, mais aussi le faire avec des valeurs. Et donc, ainsi est née l'entreprise Argile, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une maison d'édition, il s'agit aussi d'une librairie qui verra le jour normalement l'année prochaine et d'un incubateur de projets liés au livre. Mais toujours est-il qu'on lance donc cette maison d'édition en premier en mars et que, eh bien, pour le choix des textes, oui, il y avait des envies de longue date et puis notre réseau aussi à tous les deux qui a fonctionné, notamment sur les auteurs français. Bon, en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein, de mon côté. C'est vrai que, cette maison d'édition, comme dit Simon, eh bien, on veut qu'elle fasse, du lien. Donc, en termes de choix de textes, effectivement, on veut aussi qu'elle fasse, du lien entre, passé, présent et avenir. Et c'est pour ça que, on veut aussi, et on y tient d'ailleurs, à publier des textes, patrimoniaux. Parce que, ce sont des textes qui ont raconté demain et qui racontent en fait aujourd'hui et qui donnent, également, eh bien, hem, un aspect racinaire effectivement à toute cette culture qui a besoin de ces racines justement pour continuer à évoluer. Et c'est pour ça que bon, voilà, on veut vraiment sceller ces aspects-là. Et ensuite, eh bien, on verra pour les auteurs aussi d'aujourd'hui, parce qu'on y tient aussi. Les autoristes d'aujourd'hui, eh bien, ont vraiment beaucoup à dire parce que la société évolue très vite et ça, on a envie de pousser la porte qui les retient, j'allais dire un petit peu, voilà, en les poussant justement à écrire, eh bien des fictions avec du lien social, de la matière sociale dedans. Voilà, on aimerait ça en tout cas. Ok, bah c'est un beau projet. Je crois que vous êtes. J'ai eu l'impression qu'il y avait une petite équipe autour de vous, illustrateur, quelqu'un qui s'occupe aussi de toute la partie technique de la chaîne du livre d'édition. Est-ce que voilà, vous avez déjà un groupe autour de vous qui vous soutient? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on n'est pas simplement 2 associés, on est 4. À égalité de parts d'ailleurs, puisque enfin, on a investi la même chose. Même si on a les têtes émergées avec Simon, eh bien, il ne faut pas oublier nos 2 autres collaborateurs que sont, Xavier Colette, qui est effectivement illustrateur, qui a beaucoup, été, dans l'univers du jeu, notamment en illustrant des jeux comme Abyss, Timeline, Cardline, Dixit aussi, il a fait un Dixit. Et qui est très connu aussi comme illustrateur puisqu'il fait beaucoup de couvertures de romans, mais aussi de la BD avec une série qu'il a fait avec Andoris, qui s'appelle Soufflevent. C'était paru chez Delcourt, c'est super, donc enfin, c'est une très bonne série. Et un deuxième collaborateur qui s'appelle Frédéric Hugo. Et Frédéric Hugo, lui, est plus un homme de l'ombre, j'allais dire, puisque en fait, il s'occupe de notre aspect numérique. C'est quelqu'un qui est un orfèvre dans la création de contenu numérique et notamment de livres numériques.
et qui va développer justement tout le pôle numérique chez nous, au fur et à mesure des parutions. Vous avez déjà une bonne équipe pour être prêt pour un lancement réussi? J'ai vu la première couverture que vous avez, annoncée et partagée sur les réseaux sociaux qui est effectivement magnifique. Donc ça donne vraiment envie de se plonger dans la lecture. Donc c'est ouais, très, très prometteur. Ben oui, c'est vrai que la couverture, c'est toujours un moment important. Nous-mêmes, on était impatients de la dévoiler, puisque c'est vrai que derrière cette couverture, en fait, il y a des enjeux importants, notamment, nous, c'est vrai que dans la maison d'édition, mais aussi concernant la librairie, nous, on pense vraiment que la science-fiction est la littérature à la fois de demain et d'aujourd'hui, et que nous, nos livres de science-fiction, d'imaginaire, de thriller et de romans historiques, enfin, qui sont des genres qu'on va publier, eh bien, se mélangent. Et en fait, on aura une seule identité graphique pour tous ces genres. Et parce qu'on pense qu'en fait, il y en a marre de séparer un peu les genres, puisque notre ligne éditoriale, tous ces livres ont en commun de réfléchir aujourd'hui pour penser à des demains meilleurs. OK. Vous vous situez aussi dans la tendance sur la science-fiction, sur, l'espérance ou la création de futurs qui sont plus forcément dystopiques, mais qui sont aussi positifs, quoi? Alors, Oui, il y a les livres eux-mêmes, pas forcément. Certains vont peut-être être assez sombres, mais en tout cas, on espère qu'ils vont amener à une discussion qui permettra, oui, d'obtenir ces demain meilleurs. Voilà, c'est plus ça. OK, très bien. Je me demandais justement, Xavier, tu es un auteur qui est très productif, tu as des dizaines de nouvelles, une dizaine de romans. Est-ce que tu vas avoir le temps d'écrire encore dans cette aventure? J'espère. J'espère. Après, bon, j'ai jusqu'à présent, réussi à le faire. C'est-à-dire que bon, avant cette aventure Argic, j'étais libraire à temps complet, donc j'arrivais à écrire malgré tout. Donc bon, et puis je donne des cours un peu à l'université, des choses comme ça. Donc bon, j'ai pas mal d'activités. J'ai toujours réussi à jongler jusqu'ici entre mes diverses, activités. Alors j'espère évidemment, oui, que je vais pouvoir, continuer à écrire. D'ailleurs, bon, enfin, j'ai déjà pas mal de choses encore à paraître, hein. Bon, là, cette semaine, j'ai quand même une grosse bande dessinée sur l'histoire de la science-fiction, justement, qui paraît aux Humanoïdes Associés, faite avec Djibril Morissette Fan, qui est un illustrateur, dessinateur montréalais. Mmh. OK. Et pas mal de choses encore après de prévues, parce que j'ai déjà pas mal de choses en réserve, j'allais dire, qui arrivent. Mais dans ce qui est la création, pure et dure, oui, je me garde, des portes, pour pouvoir, continuer à évidemment à assumer aussi cette passion qu'est l'écriture, hein. OK. Mais quand je vous entends parler, voilà, je suis ultra excité par vos projets parce que c'est vrai que, voilà, on dit souvent le monde de l'édition, on en dresse un portrait un peu, en crise, et cetera. J'ai l'impression, en vous entendant, puis en voyant d'autres projets qui se lancent, en ce moment sur internet, qu'au contraire, c'est un monde, en pleine transformation et en plein bouillonnement. Ah oui, il y a une vraie mutation, je trouve, en ce moment, notamment avec le combat des autoristes pour pouvoir, eh bien, ne serait-ce qu'avoir de meilleures, conditions, contractuelles et bah, au moins par rapport à ça, effectivement, nous, c'était un de nos engagements. Alors moi, effectivement, déjà, je suis auteur moi-même, donc forcément que c'est un sujet qui me touche, de très près parce que j'ai dû subir, dans ma carrière quelques contrats pas géniaux, on va dire et qu'à un moment donné, on en a un peu marre de cet aspect des choses et il faut, bousculer un petit peu toutes ces barrières et puis, faire tomber un petit peu toutes ces statues un peu trop figées justement quoi, pour le coup et faire entrer, le livre dans le futur, dans l'avenir quoi. Parce que enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être fait. L'aspect monolithique du monde, du livre en France est quand même assez, spectaculaire, hein, dans son immobilité justement. Donc nous effectivement, enfin Simon va pouvoir plus en parler, là, mais on a fait nous-mêmes, un contrat. Je sais que la Ligue des auteurs pros en a fait un, aussi. Alors on était en train de travailler sur le nôtre aussi, quand ils ont annoncé le leur, donc ça se percute un peu, mais ils sont à mon sens, complémentaires. Mais Simon va peut-être, pouvoir,
justement ajouter quelques mots là-dessus. Oui, bah, c'est vrai que l'une des premières envies, l'un des premiers constats qui a été fait à la création de Argile, c'était une égalité et on voulait une discussion en fait entre auteurs et éditeurs et c'est sûr que ça passait par un nouveau contrat, un contrat qui a été discuté. On a, à vrai dire, envoyé des questionnaires à des auteurs de notre connaissance et puis on a eu quelques réponses attendues, mais aussi quelques réponses inattendues. On a essayé de poser autant que faire se peut le plus possible toutes ces réponses pour obtenir un contrat qui nous semble, alors non pas idéal, mais en tout cas comme une première marche acceptable, on va dire, vers une égalité auteur-éditeur. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ce contrat a été validé par un cabinet d'avocats et c'est un contrat qu'on mettra aussi, qui sera librement accessible sur notre site internet puisque à Argile, nous pensons que c'est en permettant aux choses d'être accessibles que les bonnes idées vont polliniser le monde, on va dire, et puisque nous-mêmes, on est 4, mais on est quand même beaucoup aidés, on est beaucoup entourés, et il y a plein de gens qui nous donnent des idées eux-mêmes, et donc nous, on a envie aussi de rendre l'appareil. Donc voilà, ce contrat sera librement accessible, soit en fin d'année, là, soit en début de 2021. OK. Oui, ouais, c'est quelque chose qui me parle parce que moi je travaille dans l'informatique et je travaille beaucoup sur, l'open source je suis développeur, de logiciels libres. Donc voilà, c'est un peu la même idée et le même principe. C'est voilà, le partage pour permettre de construire, en commun des logiciels ou, des relations contractuelles dans votre cas, mais c'est très très intéressant et très évocateur pour moi. Tout à fait. Oui. Je veux dire, c'est des références avouées, on va pas on va pas se le cacher. Dans votre contrat, vous mettez en avant, notamment, l'aspect collaboratif. Alors j'avais vu sur votre compte Twitter que vous parliez d'une clause de rencontre et qu'est-ce que c'est la clause de rencontre? C'est une des clauses, on va dire, qui montre que c'est un contrat qui, est en discussion perpétuelle. C'est-à-dire que, il y a des choses qu'on a essayé, comment dire? De stabiliser, de figer. Par exemple, les droits d'auteur, on voulait commencer absolument à 12% et puis, les améliorer. Mais par contre, il y a des choses, qui vont être, de discussion. Par exemple, on a voulu faire en sorte de se rencontrer souvent avec l'auteur pour pouvoir discuter, par exemple, de ce qui n'était pas dans le contrat, de comment il percevait notre travail, puisqu'en fait, un contrat, c'est aussi un contrat de travail, et c'est à l'éditeur de défendre les textes de l'auteur, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est un honneur pour l'éditeur, et c'est son devoir de défendre au mieux ce texte et de le vendre. Donc voilà, donc on a mis quelques obligations vraiment qui ne sont pas toujours évidentes et perceptibles dans d'autres contrats pour que en fait l'éditeur ait aussi des comptes à rendre à l'auteur. Et donc ces clauses de rencontre sont des moments privilégiés entre l'auteur et l'éditeur pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, d'améliorer, peut-être aussi parler des éventuels futurs projets. Voilà. Mmh. OK. Ouais, effectivement, et je rajouterais juste que ça montre aussi qu'un livre, une fois qu'il est publié, il n'est pas mort 2 mois plus tard. L'éditeur doit faire cet effort justement d'accompagnement du livre qu'il publie sur un bien plus long terme. Et ces clauses-là, effectivement, sont là pour ça. C'est pour justement que à la fois l'éditeur et l'auteur n'oublient pas qu'un livre, il doit exister, il doit continuer à exister. Mmh. Oui, OK. Il y a une clause aussi qui était, voilà, qui est, bien mise en avant, sur Twitter, c'est le fait qu'il y ait pas d'avaloir, donc pas de dette, créée, de l'éditeur, envers l'auteur, quoi. Enfin, l'auteur n'est pas débiteur de l'éditeur. Je disais que tout à l'heure, il y avait des réponses inattendues quand on avait posé le questionnaire, pardon. Et celle-ci en faisait partie. C'est quelque chose, moi, à titre personnel, n'étant pas auteur moi-même, à laquelle je n'avais jamais pensé. C'est que, parfois, l'auteur a produit un livre, il a rendu un livre. Et quand cet avaloir n'est pas quelque part
remboursé, eh bien, l'auteur va recevoir des lettres lui disant qu'il est quelque part débiteur, hein, même si c'est que symbolique. Eh bien, c'est quelque chose qui est quand même assez fort, alors que quelque part, c'est aussi peut-être l'éditeur qui n'a pas fait son travail. Donc voilà, on voulait éviter ce genre de réflexe devenus peut-être des habitudes, des pratiques courantes en tout cas, qui vont dévaloriser le travail de l'auteur par rapport à celui de l'éditeur. Ouais, c'est exactement ça. Moi, à titre personnel, j'ai reçu des lettres comme ça d'éditeurs, alors que mon livre était même plus exploité depuis 2, 3 ans. Je reçois toujours des lettres de cet éditeur-là qui m'envoie des relevés, alors pour X ou Y raison, je ne sais plus pourquoi, mais qui me disent que je suis encore débiteur de. Non, je ne leur suis pas débiteur. Le livre, c'est moi qui l'ai écrit. C'est eux qui l'ont publié, c'est eux qui l'ont pas défendu à la limite, hein, Mmh. mais c'est à eux d'assumer ces choses-là, pas à moi, et surtout pas en recevant ce genre de courrier. Donc, effectivement, on veut éviter aux autoristes de recevoir des courriers comme ça. C'est une évidence parce que c'est non seulement pas bon pour le moral, mais en plus, eh bien, pas bon, je trouve, tout court pour l'image de la maison d'édition. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, doit plus qu'être amélioré, mais doit être totalement repensé. J'adhère, j'adhère totalement à votre vision. C'est suffisamment difficile d'être auteur et d'aller au bout de la création d'une œuvre que voilà, c'est pas de pression à ajouter, notamment une fois que le livre a été publié. Alors oui, j'ai oublié de vous demander, au début, mais sur le nom Argile, est-ce que, il y a une référence particulière? Il y a quelque chose un message que dans ce nom, en particulier? Oui, en fait, on va dire qu'il y a 3 niveaux de de compréhension du nom, si on veut. Après, ces 3 niveaux de compréhension qui nous sont personnels à nous, davantage qu'aux gens qui vont, recevoir ce nom-là. Mais en premier lieu, c'est, le titre d'une autobiographie d'un auteur, américain qu'on adore et qui est un auteur humaniste, par excellence, et qui s'appelle Theodore Sturgeon, Mmh. qui est un des grands de l'imaginaire, américain. Ensuite, eh bien, Argyll, c'est aussi une région d'Écosse, enfin, on sait bien que l'Écosse, c'est plutôt, un pays qui appelle un petit peu au rêve, à la fantasmagorie, au fantastique, et cetera. Donc bon, on trouvait ça plutôt, adapté. Et enfin, Argyll, bah, c'est quand même, la matière, qu'on peut manipuler pour pouvoir, créer quelque chose, et ça nous semblait extrêmement adapté à l'idée même de notre maison d'édition. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce mot-là avec cette orthographe-là aussi. Mmh. OK, beau symbole donc. Vous avez annoncé déjà, les auteurs, en tout cas 3 auteurs pour 2021. Est-ce que vous voulez, en parler un petit peu, puis présenter, un peu leur travail? Eh bien, moi, je vais présenter Traqué en premier. Donc Traqué, c'est celui dont on va dévoiler la couverture là sous peu. Il s'agit d'un thriller qui est contemporain, qui se passe en France, où en fait, après l'assassinat d'un journaliste, on va suivre l'histoire de trois personnages. L'histoire d'un jeune homme qui s'est fait arrêter par la police lors d'une manifestation. L'histoire d'une policière qui va demander à enquêter sur cet assassinat puisque, eh bien, trop rapidement, l'enquête est poussée pour des raisons qui ne semblent pas du tout évidentes vers l'attentat terroriste. Et ensuite, l'histoire de la fille de ce journaliste, eh bien, qui va recevoir des messages d'une source de son père, lui la mettant non seulement en danger, mais aussi eh bien, sur la route de la vérité. Au-delà de ça, c'est un thriller que je trouve assez frontal dans son approche, parce que en fait, eh bien, il attaque des sujets qui nous touchent de plein fouet, c'est-à-dire la puissance des GAFAM, d'abord, ensuite les violences policières, et enfin aujourd'hui cette guerre de l'information, qu'elle soit sur les médias, la désinformation, sur le contrôle de l'information. Et c'est un thriller qui parle avant tout eh bien, que la liberté, la démocratie se gagne à tout instant. Et voilà, donc c'est un thriller qui eh bien, pour nous, parle d'aujourd'hui, mais aussi parle de ce qu'on doit faire pour eh bien, avoir de meilleurs demain. Voilà.
D'accord, donc c'est oui, Christophe Nicolas et effectivement, à l'heure où on enregistre là, on est fin novembre, 2020, c'est un sujet qui est brûlant, brûlant d'actualité. Oui, je pense que ça sera toujours dans les mois à venir. Oui, je crois aussi. Donc ça c'est, ouais, Christophe Nicolas, auteur français. Après vous avez, voilà, des auteurs étrangers, je crois, ouais. Oui, on a 2 autoristes étrangers qu'on a annoncés effectivement, qui sont, Richard Cooper et Carol Emshwiller. Alors là, pour le coup, c'est un Anglais et une Américaine. Un Anglais qui est décédé, hein, voilà, depuis quelques années déjà et Carol Emshwiller aussi. En fait, Richard Cooper, c'est vraiment un auteur qu'on adore, depuis, très, très longtemps avec Simon, justement parce que alors d'une part, il est anglais, donc c'est un premier avantage pour lui. Ensuite, ensuite parce que les auteurs anglais justement de science-fiction ont tendance, à aller beaucoup vers, le social justement et l'aspect politique des choses. Cooper, lui, effectivement, est allé vers l'aspect social des choses en voulant repenser un petit peu, les sociétés une fois qu'elles se sont effondrées. Donc il a écrit beaucoup de post-apocalyptiques qui sont, très intelligents, très fins, magnifiquement écrits aussi parce que c'est un grand écrivain. D'ailleurs, c'est le fils d'un grand critique anglais qui s'appelait, John Middleton Murray, et qui était un des plus grands critiques anglais du XXe siècle. Donc, il a un sacré bagage, on va dire, avec un père comme ça. Et c'est vrai qu'il est pas édité en France, actuellement. Donc, nous, en bons fans, eh bien, nous sommes allés voir si c'était disponible et oui. Et Le Crépuscule de Briareus, le premier titre qu'on va publier, en fait, c'est un post-apocalyptique qui raconte, eh bien, après, l'explosion d'une étoile, lointaine, comment, en fait, la Terre va être, impactée par cette catastrophe et donc par des dérèglements climatiques, politiques, sociologiques évidemment, puisque bon, les dérèglements climatiques amènent évidemment des règlements d'ordre sociaux. Et on va suivre des personnages comme ça qui vont, bah, d'une certaine façon, et d'une autre façon, essayer de reconstruire ce monde avec un élément supplémentaire à tenir en compte, c'est que, eh bien, les hommes sont devenus stériles. Ce qui fait que, eh bien, évidemment, pour les générations à venir, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est ce genre de question qui est au cœur du Crépuscule, de Briareus, avec en plus, eh bien, la question de l'artiste et du poète, parce qu'effectivement, le personnage principal, lui-même, quelque part, en est un. Donc, voilà, il y a plein de belles questions comme ça, qui sont extrêmement d'actualité, je trouve, dans ce livre. Quant à Caroline Schwiller, eh bien, c'est une autrice américaine qui a publié, des nouvelles dans les années 50, mais qui n'a commencé à publier des romans qu'à l'âge de 67 ans, donc très tardivement. Et nous, on va publier un roman qui s'appelle The Mount, qui signifie la monture, mais qui joue sur le double sens avec la montagne, et qui se passe très très loin dans l'avenir, où des extraterrestres herbivores sont arrivés sur Terre et se servent de nous comme de simples montures, en fait. Voilà. Donc c'est un livre qui raconte l'apprentissage finalement d'un jeune garçon sur qui il est, sur qui sont les humains finalement, mais aussi qui raconte un petit peu, dans une interrelation, les rapports entre l'homme et l'animal. Et je trouve que la réflexion dans ce livre est magnifique et nous apprend plein de choses en fait sur nous-mêmes. Donc moi, enfin, on a eu un très très gros coup de cœur sur le livre de Caroline Schwiller, qui a eu en son temps d'ailleurs, en 2004, non 2002 ou 2003, je sais plus, le prix Philippe Cadic, qui récompense le meilleur livre paru en poche aux États-Unis en inédit. Voilà, donc on a hâte de le faire découvrir ça, ce titre-là aux lecteurs. Mm. Les trois livres sont vraiment vraiment alléchants. Pour les auteurs étrangers, comme vous refaites une traduction? Comment ça il y avait déjà été traduit? Pour Caroline Müller, c'est une traduction inédite. OK. Elle a peut-être des nouvelles déjà traduites, je ne sais plus, Xavier. Alors, elle a des nouvelles, ah oui, elle a eu des nouvelles traduites en France, pas mal, hein, mais uniquement des nouvelles. Alors ça date d'il y a très longtemps. Voilà, on en a vu dans Fiction, la revue, par exemple. Et aucun de ces romans, en revanche, n'était publié. Et là, on a confié la traduction à Patrick Dechêne, qui est un traducteur qui avait déjà œuvré pour faire découvrir en France l'autrice Sofia Samatar, voilà, avec un OK. étranger en Londres.
OK. Mmh. Et au roman de Richard Cooper, Le crépuscule de Bréharos, eh bien, c'est une révision de traduction par Pierre-Paul Durastanti qui s'occupe des traductions de Jack Vance, de Ken Liu et de plein d'autres. Donc voilà, donc c'était histoire de lui donner un petit coup de jeune et puis de rendre honneur à ce texte qui, comme l'a très bien dit Xavier, le mérite amplement. Mmh. OK, bah, très bien. J'attends tout ça avec impatience. Alors on voit dans les genres, vous avez à la fois, heu, l'imaginaire, ouais, Richard Cooper, Carol M. Schiller, et puis le thriller avec, Christophe Nicolas. C'est souvent le thriller est mis à part en fait, vous avez fait le choix de l'intégrer dans votre ligne éditoriale? En fait, à un moment donné, je crois qu'on a tous des sensibilités et qui se moquent des genres, qui se moquent des étagères. On a plutôt une sensibilité qui va aller, eh bien, vers l'écologie ou vers, je sais pas, le féminisme, et cetera, et cetera. Et nous, on a voulu faire, on va publier peu et voilà, c'est quelque chose qu'on voulait aussi, on n'en a pas parlé, c'est qu'on voulait, défendre bien chaque titre, et pas le défendre durant les 2 premiers mois de publication. Donc on publie peu, donc il s'agit aussi pour nous d'avoir une identité visuelle assez forte puisque, bah, publier peu, c'est être finalement, présent, pour 6 parutions, 6 fois sur les tables des libraires, donc il s'agit de marquer l'esprit des gens. Mais aussi on pense que, eh ben, quand bien même, au-delà des genres, il existe une vraie, unicité, dans notre catalogue, puisque tous, je pense que c'était assez clair sur les 3 premiers, interrogent eh bien, notre monde et proposent des pistes sur le monde de demain. Donc il y aura de l'imaginaire, donc là il y avait 2 titres de SF et du thriller, mais il y aura aussi de la fantasy, du fantastique et aussi du roman historique, puisque, comme on le sait, l'histoire est assez cyclique. Et puis, s'intéresser à hier, c'est aussi se poser des questions sur maintenant et sur demain. Donc voilà, c'est juste que tous seront eh bien, vendus sous la même identité graphique. En regardant votre catalogue, je vois que vous avez, voilà, vous avez fait le choix intéressant de mixer dès le début des auteurs, français, francophones, et étrangers. Heu, Est-ce que, l'international, c'est la clé du succès? Alors quand je pose cette question, je pense aussi, par exemple, aux éditions Brajlon qui avaient, misé très tôt sur le Sorcerer, et Sapkowski, et qui a aidé à lancer, à faire connaître plus largement leur travail. Est-ce que c'est ce genre de démarche, ou c'est juste coup de cœur, pour ces auteurs-là, et c'est vos chouchous un petit peu? En fait, c'est vrai que notre culture, elle n'est pas que française, elle est internationale. On aime la littérature dans sa globalité, dans son ensemble. Donc, on ne pense pas forcément à publier simplement des auteurs français. On n'est pas totalement militant sur ce côté-là. Si on trouve des autoristes français, alors on est ravis parce qu'on en attend, hein. Et puis quand on ouvrira la section manuscrit, je pense que ça se verra. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a une culture, à l'international, et si on trouve, alors là, c'est des auteurs anglais, américains, mais si, des auteurs, espagnols, je sais pas, camerounais, enfin, russes, nous plaisent, eh bien, on espère pouvoir les faire aussi. Donc c'est dans notre démarche de montrer, le monde, pas simplement par la petite lorgnette, c'est-à-dire, par la porte, qui ouvre chez nous, mais plutôt par la porte qui ouvre, le monde en fait, et nous donne accès à une pensée qui soit plutôt globale, que, simplement, localisée. Donc c'est plutôt cette démarche-là qu'on a, je pense. Ouais, tout à fait. C'était aussi, enfin, pour moi, c'est une démarche qui, enfin, il y a une certaine cohérence, c'est-à-dire que si on se moque des genres et bien, et des rayons, eh bien, on ne pouvait pas non plus tenir compte des frontières qui sont finalement une autre barrière. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est des mondes qui ont cette dimension sociale, peu importe d'où ils viennent finalement. Voilà, tout à fait. Très très cohérent. Votre catalogue, du coup, voilà, il est lancé avec des auteurs qui sont, on va dire, établis et reconnus. Est-ce que ça risque pas d'être un peu, intimidant pour les auteurs de premiers romans? Est-ce que vous avez prévu de, voilà, est-ce que déjà vous avez prévu d'encourager les auteurs de premiers romans, et de les accompagner? Comment ça va se passer?
Oh, je pense pas, enfin, je sais pas, peut-être que Xavier, aura un autre avis, mais en tout cas, moi, j'ai pu voir que, des fois, les lecteurs et lectrices se moquent finalement de savoir, si l'auteur est bien installé, ou non, quand ils découvrent un texte, enfin, en tout cas, quand ils connaissent pas l'auteur. C'est de savoir, je pense, enfin, tous, on achète souvent un livre pour la couverture, parce que la quatrième nous parle et pour plein d'autres raisons. Et nous, en fait, on a envie d'avoir cette image de qualité auprès des lecteurs et des lectrices. En tout cas, on va tout faire pour qu'ils puissent eh bien, trouver soit un auteur espagnol qu'ils connaissent, soit une autrice américaine, soit un premier roman français. Et tous seront défendus, enfin, on va tous les défendre de la même façon. Voilà. Mmh, OK. Oui, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter là-dessus, hein. J'allais dire effectivement, si un auteurice, exigeant, cherche un éditorice, exigeant, je crois qu'il osera de toute façon soumettre son manuscrit. Nous, on le souhaite, hein, évidemment, ça va de soi, hein. Ouais, sur le process éditorial, que justement sur un jeune auteur qui ou un, jeune, moins jeune, mais auteur de 1er roman, comment vous avez prévu de l'accompagner? Il y a un travail éditorial commun qui va se faire? Est-ce que d'ailleurs, vous savez déjà qui va accompagner, voilà, est-ce que Xavier, Simon, est-ce que c'est l'un de vous qui va accompagner les auteurs? Peut-être tous les 2. Enfin, comment ça se passe? Tu peux répondre, Simon, je pense que c'est plus ta Ouais, partie. OK. Oui, tout à fait. Non, mais je savais pas trop. Et non, bah, oui, donc ce serait plutôt moi parce que donc on l'a dit, on va tous les 2 participer à la maison d'édition, mais moi je serai plus le référent, sur, l'édition et Xavier, sur la librairie, donc qui verra le jour, on l'espère, après l'été prochain. Donc c'est plutôt moi qui vais m'occuper des auteurs, et autrices, françaises. Et mais c'est quelque chose, enfin, qu'on a l'habitude de faire. On l'a déjà fait par le passé, accompagner, ces personnes-là. Là, on va, en plus essayer encore, d'avoir un lien encore plus privilégié, encore plus égalitaire. Non seulement parce que, bah, le contrat, nous y incite, Mmh. mais aussi parce que c'est une envie qu'on a de faire, une maison, d'édition et une entreprise, horizontale où, eh bien, tout le monde peut, s'épanouir, y trouver son compte. Voilà. C'est très accueillant pour les nouveaux auteurs, ça donne envie de travailler avec vous. Je dirais pour peut-être conclure, on avait dit tout à l'heure que le milieu de l'édition était bouillonnant en ce moment. Donc là, vous avez, heu, le projet de maison d'édition qui est une société plus large parce qu'il va y avoir aussi une librairie. Comment vous voyez le secteur évoluer, aujourd'hui? Peut-être que vous vous posez pas la question et vous avez suivi votre envie, votre intuition et vous êtes lancé sans vrai calcul. C'est vrai que alors il y a un peu de ça, qu'on se soit lancé un petit peu sans, d'a priori, sans calcul, c'est vrai parce qu'on sort d'expériences, tous les 2, j'allais dire, ou même tous les 4, hein, qui sont des expériences communes, j'allais dire, dans un système, capitalistique, commun, habituel, de train-train, j'allais dire presque, heu, qui n'est pas sans passion évidemment, puisque sans passion, moi je crois que Simon et moi on peut pas faire grand-chose, donc on a beaucoup fait les choses, passionnément, mais avec des restrictions. Nous, ce qu'on avait envie, c'était de faire les choses sans restriction, à notre façon, de montrer, que d'autres chemins étaient, possibles et nécessaires, mais on le fait vraiment avec, notre approche très personnelle. Donc c'est pour ça qu'on a choisi aussi une économie en économie solidaire et sociale, qu'on fait une formation avec un incubateur, local qui s'appelle, le TAC 35 et qu'on remercie au passage parce que c'est vraiment, une formation très, très efficace et qui nous aide beaucoup. Donc, on avait envie de voir les choses différemment parce que le monde, je crois qu'on n'est pas le seul à avoir des réflexions de ce type, ou de cet ordre, mais le monde est en train de complètement changer, de muter, presque chaque jour, il y a une mutation différente. Donc on a envie d'essayer de comprendre aussi un peu, de s'accrocher à ce monde qui change et donc de proposer, des visions différentes
de ce qu'on nous proposait avant et qui pour moi qui appartiennent déjà au passé. Donc on essaye de créer de nouveaux modèles pour qu'ils nous ressemblent aussi un maximum. Donc je pense que notre démarche, elle est beaucoup dans cet aspect des choses. Oui, tout à fait. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon, je pense qu'on a tous compris, quel que soit le domaine finalement, que ce soit dans la littérature, dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs encore, et ben qu'on peut peut-être plus attendre grand-chose de nos élites, qu'elles soient peut-être littéraires ou politiques, et qu'il faut aujourd'hui, si on veut avancer, si on veut changer de système, faire les choses nous-mêmes, alors quitte à se mettre en danger. Mais je crois aussi que l'actualité, notamment avec le confinement, fait réfléchir les gens, et que c'est peut-être aussi un moment à la fois d'attente. On retient tous un peu notre souffle en attendant demain, et que peut-être, j'en suis même sûr, comme a dit Dali, il y a plein d'autres projets de formation qui montrent que c'est déjà le cas, de projets qui vont proposer de nouvelles choses, et des choses peut-être plus en accord avec ce que l'on est. Mmh. Est-ce que justement, tu parlais du confinement et de la crise sanitaire. Est-ce que ça a eu un impact sur votre réflexion et votre décision de vous lancer ou? Ouais, je pense que comme tout le monde, je Ouais. pense que présentement, on peut pas être coupé du monde enfin voilà, c'est quand même une période particulière où non seulement nos habitudes sont bousculées, mais on sait pas ce qui va se passer. On se rend compte que certaines choses qui nous semblaient normales, sont devenues impossibles, ou en tout cas coupées. C'est vrai que on avait déjà, voilà, je pense qu'on a tous des choses en nous depuis de longues années où on se dit on veut changer les choses, etc. Et le confinement, c'est peut-être une période qui est mise à profit par beaucoup pour se dire mais ce projet un peu fou qu'on a dans la tête, est-ce que ce serait pas possible? Voilà. Et En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait pendant le premier confinement. On a mis finalement en pratique cette idée qui restait encore en arrière-plan, quoi, de vouloir se lancer. Et puis on s'est lancé en montant un dossier justement pour le TAC 35 qu'on citait tout à l'heure. Donc voilà. Écoutez, je vais vous féliciter, hein, bravo, parce que c'est vraiment un projet, j'adore vous écouter en parler parce que c'est vraiment, extrêmement excitant et je pense qu'il va y avoir des livres passionnants qui vont en sortir donc merci pour ce projet, merci pour votre temps, heu, passé, à échanger, dessus. Je dirais bonne chance pour le lancement de vos auteurs. Peut-être à suivre par une interview de Christophe Nicolas pour le lancement de son livre. Bah, avec plaisir. ah oui, oui. Ah ouais, avec plaisir. Ah oui, bah, voilà, je pense qu'on a des points communs, voilà, sur un certain nombre de thèmes qui me sont chers également, donc je pense qu'on aura des choses à se dire. Merci beaucoup, merci encore, et puis à très bientôt et Ouais. bonne chance pour 2021, ça va être une belle année pour vous. Merci. Allez. Au revoir.